Cet appel au secours maintenant d'un père privé de sa petite fille depuis février 2022. Voilà donc plus d'1 an que Gabin Leader tente de faire reconnaître ses droits et de faire revenir la petite Lia emmenée par sa mère à Djibouti, son pays d'origine. Là c'est une photo de joie avec mes parents, chez mes parents. Voilà 1 an que Lia, la fille de Gabin Leader, a été emmenée à Djibouti par sa mère. Ce devait être un voyage de quelques semaines, mais la petite fille, 4 ans aujourd'hui, n'a jamais retrouvé le sol français. 1 an sans ma fille, c'est juste inconcevable. À l'heure actuelle, plus le temps avance, plus je vais devoir recréer du lien avec ma fille. Là, on en est à un syndrome d'aliénation parentale. C'est une arme de destruction massive. Tout est fait pour discréditer, à l'heure actuelle, moi, le papa. Et j'ai peur que ma fille se sente abandonnée par moi. Et du jour au lendemain, elle se retrouve à l'autre bout du monde, dans un environnement tout autre, où elle est éduquée par une servante qui ne parle absolument pas le français. Et dans cette interview, elle m'accuse d'être un avorteur. Elle m'accuse d'être raciste, que ma famille et mes parents sont racistes. Et elle me fait passer clairement pour un raciste chrétien. Donc là, on va pas se mentir, en fait, elle envoie clairement une fatwa contre moi. Une fatwa, c'est voilà, limite une condamnation, quoi. C'est-à-dire qu'à Djibouti, là, je passe pour le grand méchant blanc. Suite à cette interview, j'ai reçu un nombre de menaces de mort incalculable. Et je vous promets que dans les mois à venir, ou dans peut-être les semaines, voire même les jours, ce sera une tornade si ma fille ne rentre pas pour la France, c'est une tornade pour Djibouti. Depuis qu'elle a quitté son ex-compagnon, un certain Gabin Leader, où elle l'a connu à Nancy, à la Lorraine. Elle a quitté le territoire français d'un commun accord avec son ex-compagnon, qui avait l'espoir de se remettre avec elle par la suite. Idil Omar s'est installé à Djibouti le 28 février 2022, avec sa fille Lia, et ce avec l'accord et l'autorisation du père. Ce dernier l'a rejoint en août de la même année pour rendre visite à son enfant et domicilié chez la mère. Aujourd'hui, Gabin Leader tente de discréditer son ex-compagnon et dit que sa fille lui a été enlevée alors que le lien entre lui et sa fille n'a pas été coupé. Quelles sont réellement les intentions du père de la petite Lia? Pourquoi une vie en France serait beaucoup mieux qu'ici à Djibouti? Veut-il nuire à la mère de sa fille ou nuire son propre enfant, bien que la vie de ces 2 êtres sont liés? Pour avoir une réponse à toutes ces questions, nous sommes allés voir la mère de la petite Lia. Qui est vraiment Idil Marbobi? Alors déjà merci d'être venu à moi. Voilà, déjà il y a une chose que j'aimerais dire. Si pendant tout ce temps j'ai gardé le silence, parce que j'ai gardé le silence avant cette interview télévisée par France 3 Lorraine, il y a quand même eu des pétitions, des articles écrits, etc. etc. Donc si j'ai gardé le silence pendant tout ce temps, c'était pour mon enfant. Voilà, c'était pour protéger mon enfant et puis pour protéger à contre-cœur le père de ma fille, parce que quoi qu'il en soit, ça restera le père de ma fille. Effectivement, avant de rentrer le vif du sujet, parlez-nous de vous. Vous êtes française, vous êtes née en quelle année? Alors, moi j'ai 29 ans, je suis née à Djibouti et à l'âge de 12 ans, je suis partie en France et je suis rentrée dans mon pays, à Djibouti, à l'âge de 28 ans. Donc je suis rentrée le 28 février 2022. Vous avez fait des études en France? J'ai fait des études en France, je travaillais en France, donc voilà, donc j'ai dû interrompre tout ça pour venir rentrer ici. Donc j'ai la double nationalité, je suis française, ma fille est française et je suis aussi djiboutienne. Et vous êtes mère de femme, Je suis fille, je suis sœur et je suis la mère de Lia. Vous avez des sœurs et des frères? Je suis la fille aînée, j'ai un petit frère. Donc voilà, j'ai 2 petits frères et je suis aussi la fille à sa maman. Donc voilà. Alors que vous avez vu le reportage qui a été viral sur les réseaux sociaux, oui, comme les autres Djiboutiens. Oui. Lorsque vous avez vu, comment vous l'avez accueilli ce reportage, comment vous l'avez ressenti? Ça m'a fait un choc. Ça m'a fait vraiment un choc parce que je ne pensais pas en fait que le père de ma fille aurait une telle haine, une telle colère pour arriver jusqu'à là. Parce que
ce qui peut compter actuellement, ce qui compte, ce qui est primordial, du moins pour moi, c'est notre enfant. Et la vérité, elle se saura grâce à cette interview, elle se saura grâce à la justice, mais je pensais pas qu'il irait jusqu'à là. Mais ça ne m'étonne pas d'un côté parce que je connais le fond de cette personne ainsi que le fond de cette famille, donc ça ne m'étonne pas. Ça m'a détruit, ça m'a choqué. J'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole parce que c'était trop. C'était trop parce que là, ma famille, ça a des retombées sur ma famille. Il y a mon petit frère à l'école, on l'arrête pour lui dire: tu t'appelles Omar Boubé, tu es le frère de la personne qui a volé l'enfant. Ma mère, c'est difficile pour elle. Tous les Djiboutiens, en tout cas qui vivent à Nancy, dans la ville dans laquelle où je vivais, tous les Djiboutiens sont interpellés en disant: ah, on a volé un enfant dans votre pays. Voilà, donc c'est très humiliant. Il faut que ça soit très clair dans la tête des gens. Je n'étais pas en couple et j'ai pas quitté pour venir en vacances du tout. Nous étions déjà séparés depuis un moment. Donc ma fille a 4 ans. À l'époque où on s'est séparés avec mon ex-conjoint, ma fille avait 1 an et 6 mois. Donc voilà, donc je suis retournée 1 mois chez ma mère. D'ailleurs, je lui ai laissé toute la maison, l'ancienne aussi. J'ai quitté, j'ai juste pris une valise ainsi que mon enfant, qui était un bébé. Je suis partie chez ma mère 1 mois. Puis après, je me suis installée dans l'appartement dans lequel, du coup, actuellement, il y réside. Donc je l'ai préparé déjà, 2 ans à l'avance, 1 an à l'avance, 6 mois. Voilà. Et il y a plusieurs étapes à suivre, bien évidemment, avant de quitter un pays tel que la France. Donc c'était d'un commun accord. Et il faut savoir que la petite, déjà, depuis ses 1 an et 6 mois, vivait avec moi. Donc voilà. Est-ce qu'il payait les pensions alimentaires de votre fille pendant qu'elle vivait avec vous? Alors, il faut savoir une chose. À l'époque, je me rappelle comme si c'était hier, je lui avais demandé de passer devant un tribunal pour, voilà, mettre en place un mode de garde, étant donné que lui, son métier ne lui permettait pas de s'occuper d'un enfant. Il travaillait le week-end, la nuit, le jour, il partait en séjour. Puis voilà, son métier, c'est un métier qui, voilà, au niveau de la tête, c'est pas un métier qui est stable, quoi. C'est un métier qui a des séquelles. Donc du coup, voilà, je pense qu'il avait des craintes et à cette époque-là, il avait refusé qu'on aille devant un tribunal étant donné qu'elle était assez petite et il avait demandé qu'on se mette d'accord. Donc on s'était mis d'accord sur une somme. D'ailleurs, la somme, moi je la cache pas, elle était de 150 €. Donc avec un enfant de 1 an et demi, je vous invite à vivre avec, heureusement que je travaillais, attention, mais je vous invite à vivre avec 150 €. Donc je sais pas si c'est les couches, le lait ou ce qui va avec, mais c'est pas ce qui comptait parce que on était dans de bonnes ententes. Il y avait le respect. Voilà. Quand il voulait, il pouvait venir chercher sa fille. Donc voilà, 1 fois par semaine. Des fois, voilà, c'était pas quotidien. Hein, attention, hein, il venait la chercher juste de temps en temps. Si elle dormait une nuit avec lui, le lendemain, il disait qu'il était trop fatigué, qu'il n'a pas réussi à dormir et qu'il fallait que je récupère la petite. Il a parlé des parents, des grands-parents qui l'aimaient. Comment vous voyez ces ces mêmes grands-parents qui ne souhaitaient pas que je mette, comment dire, à terme ma grossesse. Ces mêmes grands-parents qui ont sorti un couteau chez moi lors des 1 an de ma fille. Ces mêmes grands-parents, voilà, ces mêmes grands-parents qui m'ont menacé, humilié, harcelé, d'ailleurs qui avaient harcelé pendant un moment quand même ma famille. Donc non. Enceinte de quelques mois, je crois que j'avais 4-5 mois de grossesse, il arrêtait tellement pas de son père, hein, de m'harceler, même dans mon lieu de travail. Attends que tu mettes à terme cette grossesse, tu verras ce qui va t'arriver, tu verras. En fait, c'était vraiment, vous imaginez, c'est horrible quand même de subir ça. Hein. Et un jour, j'ai pété un câble, je leur ai demandé de quitter ma maison parce que c'était chez moi, parce qu'ils ont débarqué chez moi. Et je me rappelle, le père de ma fille s'était assis sur mon ventre et m'a dit tu parles pas comme ça à mes parents. Tu leur dis pas sortez de chez moi ou j'appelle la police. Et vous avez combien de mois de grossesse? J'avais 4-5 mois de grossesse. Et sa mère s'est approchée de moi, elle m'a regardée, elle m'a dit avec insistance, elle m'a dit on s'en fout de ta gueule, on n'est pas là pour toi, on est là pour l'enfant que tu portes ainsi que mon fils.
Donc déjà, avant même d'avoir mis à terme ma grossesse, je savais déjà ce qui m'attendait. Dans tous ces harcèlements, est-ce qu'il y avait des problèmes psychologiques dans votre... Alors déjà, il y a un fond, ils vont le nier encore et encore, mais ils ont un fond, je pense qu'ils ont un problème avec la couleur de peau noire. Donc voilà, je pense qu'ils n'ont jamais accepté que leur fils soit avec une femme de couleur, voilà. Et surtout que moi, j'en suis fière et je le revendique. Donc voilà, ça leur a vraiment posé problème, je pense. Et j'ai toujours eu cette force mentale où, malgré les épreuves, malgré la douleur, malgré tout ce que je subissais, malgré la grossesse, malgré la perte de mon père, malgré tout ce qui pouvait se passer autour, ben, je restais quand même debout. Et je pense que leur but ultime maintenant, c'est juste de m'enterrer, c'est tout. De m'enterrer. Parce que c'est des gens qui ont besoin de ça. C'est des gens qui sont malheureux, profondément malheureux. C'est des gens qui ont des séquelles de leur passé. Je pense que c'est des gens, c'est pas je pense, j'en suis sûre que c'est des gens qui ont des réels problèmes. Vous étiez sur des bonnes terres. Aujourd'hui, il se manifeste et il dit que voilà... moi, j'ai toujours cherché... Il y a un phénomène d'aliénation. Il a parlé d'aliénation des parents. Pas que d'aliénation, il a dit que c'était voilà, grave, dangereux. Il y a quand même des mots qui sont très très puissants et très très durs qui ont été dits quand même. Et je reste une mère. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile de prendre tout ça. Surtout quand on se bat ici. L'école de ma fille, c'est moi qui la paye en partie. Il ne paye pas la pension. Aujourd'hui? Il ne paye pas la pension. Depuis qu'on est à Djibouti, il ne paye pas. Depuis août, il ne paye pas. La nounou, son véhicule, son taxi pour l'école. Donc, je ne comprends pas. Désolée, je suis un peu émue, mais c'est pas facile. Moi, je pense vraiment qu'il a été un peu manipulé ou je sais pas, lobotomisé en tout cas par son entourage, sa famille, mais lui seul, au fond de lui, si vraiment il a peur de cette chose, parce que tôt ou tard la vérité se saura même par la justice. Il m'a accompagnée lors de ma résiliation de la CAF. Il m'a accompagnée parce qu'en France il faut l'accord des 2 parents pour déscolariser un enfant. Il m'a accompagnée lors de ma démission. Il m'a accompagnée, en fait il m'a accompagnée à l'aéroport. Il n'y a rien que je n'ai fait sans consentement et sans sa présence. Donc je pense que le seul moyen aujourd'hui pour avoir la garde de son enfant, c'est de faire passer ça pour un enlèvement. Mais il n'y a pas d'enlèvement. Le consulat, je suis partie, ils sont au courant de la situation, j'ai leur soutien, j'ai leur appui. Le consul lui-même, je l'ai rencontré la semaine dernière, il n'y a pas d'enlèvement. Cet enfant est dans une école française, sa maman est à moitié française, je suis djiboutienne, elle a le droit à la double nationalité, cet enfant, elle est aussi à moitié djiboutienne. Je ne comprends pas pourquoi elle ne serait pas bien à Djibouti. Dans ce cas-là, qu'ils le disent, c'est un problème du pays ou c'est un problème de ma couleur de peau qui montre sa vraie nature. Mais aujourd'hui, il ne peut pas me dire c'est un enlèvement ou c'est une mauvaise mère et je récupère mon enfant. Alors que lui ne fait rien à côté. Cette histoire a eu un impact sur votre famille, vous l'avez dit en début de l'interview. Qu'est-ce que vous appelez, est-ce que vous voulez faire un appel à l'opinion publique française? Et voilà, parce que... Évidemment que je veux faire un appel. Cette histoire a eu un impact sur votre mère, vous l'avez dit, votre Bien père, évidemment. Bien évidemment. Vous leur dites? Bien évidemment. C'est ma famille. Elle n'a pas à subir ça. Je peux comprendre qu'il a de la haine ou qu'il a de la rancune ou qu'il peut aujourd'hui se dire pourquoi cette femme, elle vit mieux, elle s'en sort mieux. Je ne sais pas, pour n'importe quelle haine qu'il peut avoir. Mais ma famille n'a pas à en subir. Moi, c'est aujourd'hui que je m'assois face cam et que je dis ce que j'ai subi, alors que j'aurais pu le dire depuis bien longtemps. Et pourquoi? Qui me l'a forcé? Lui. Lui, parce que pendant tout ce temps, j'ai gardé le silence. Qu'est-ce que vous dites aux Français et aux Françaises qui nous regardent? Je dis, ma famille n'a rien demandé. Ma famille n'a rien demandé. Ceci concerne un père, une mère, il y a un tribunal.
et c'est au tribunal de juger. Mais il n'a pas le droit de dire une mère djiboutienne enlevée à Djibouti. Non, ma mère n'a pas le droit, elle n'a pas à subir ça, mon petit frère n'a pas à subir ça. Mes tantes, mes cousins, tous les gens djiboutiens, de sang djiboutien, d'identité djiboutien, qui sont à Nancy, n'ont pas à être interpellés dans tous les coins de rue et recoins pour leur dire « Une fille de votre pays a volé un enfant blanc de chez nous ». On va où? Quand le grand-père il écrit dans son article, je pose la question au ministère de la Justice, ma petite fille n'est pas assez blanche pour qu'elle intervienne? La justice française? Ma petite fille n'est pas assez française? Eh bien monsieur, j'aimerais juste vous dire une chose. Votre petite fille, elle est aussi à moitié djiboutienne. Et votre petite fille, elle est métisse. Et ça, il serait temps de le mettre dans un coin du cerveau de la personne. C'est très important. C'est très très important. C'est son identité. C'est qui elle est. C'est pas parce qu'elle est blanche, claire de peau et moi foncée que ça veut dire qu'elle est blanche. Vous êtes déplacé à Djibouti, toi et ta fille. Est-ce que votre fille est en contact, que ce soit par des appels avec son père? Jamais de la vie, je priverai mon enfant de son père. Parce que combien même il peut se passer ce qui se passe d'ailleurs à l'heure actuelle, quotidiennement. Et d'ailleurs, c'est moi qui insiste. C'est moi qui l'appelle, qui lui dit « Tu n'as pas appelé ta fille depuis plusieurs jours, peux-tu la rappeler ?» Après, ça peut arriver par exemple qu'il puisse appeler et que malheureusement je suis au travail ou qu'elle n'est pas encore rentrée de l'école ou que lui il est au travail, etc. Mais quand c'est plusieurs jours et qu'après il dit que je ne le mets pas en contact avec sa fille, c'est bas, c'est très très bas. Parce que toutes les preuves, ils y sont. Vous avez des preuves Oui, de tous les appels. Oui, de toutes les fois où je lui dis pourquoi tu n'appelles pas ta fille, oui. Dans le reportage, on a mentionné que vous serez à Djibouti pour un court séjour. Est-ce que, par exemple, il est venu vous voir à Djibouti? Est-ce que vous l'avez accueilli à Djibouti? Alors déjà, dans le reportage, il faut qu'il s'aligne sur ce qu'il dit. Il y a quelques mois, il a dit que j'étais partie pour 3 mois. Et quelques mois plus tard, lors d'un interview télévisé, il dit que j'étais censée partir quelques semaines. Dans quelques semaines, ça va être quoi? Quelques années? Non, il se contredit lui-même. Donc il était consentant que... D'ailleurs, je vais vous expliquer comment, par quelle procédure nous sommes passés. Mais déjà, je vais répondre à la question de s'il était là. Il est venu à Djibouti. Il est venu au mois d'août à Djibouti pour voir, fin août 2022, pour voir dans quel contexte la petite elle était, étant donné que septembre, elle avait sa rentrée. Donc il est venu, il est resté 2 jours à l'hôtel. D'ailleurs, je l'avais aidé pour les procédures pour avoir son visa. Il est venu à Djibouti, il est resté, je lui ai fait la pré-réservation à l'hôtel. Enfin, je me suis quand même investie dans son arrivée. Alors que vous n'étiez pas ensemble? Alors que je ne suis pas obligée, tout simplement. Est-ce que vous étiez en couple donc? Absolument pas. Nous sommes séparés déjà depuis fin 2019. Quand même. Donc vous avez fait ça pour votre fille? Pour ma fille, bien sûr. Ça reste son père. Effectivement. Quoi qu'il en soit, Abed. Donc je l'ai fait pour ça. Donc il est resté 2 jours à l'hôtel et je sentais qu'il n'était pas rassuré. Parce qu'il me disait, si la petite elle pleure dans la nuit, comment je fais, si elle te réclame, etc. J'ai senti son angoisse. Et j'ai senti aussi l'angoisse de ma fille aussi. Le fait que le matin elle se prépare, je l'emmène à l'hôtel. Alors qu'à la maison elle est grande, elle peut jouer, elle a sa chambre, elle a si là, elle est dans une chambre de quoi? De 20 mètres carrés, 15 mètres carrés. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? Ça te fera des économies. Tu passeras du temps et tu feras des activités avec ces économies-là avec ton enfant. Tu es le bienvenu à la maison. Donc il s'est installé... Il s'est installé chez moi, il était nourri, logé, il était à la maison. Il a fini son séjour, je l'ai accompagné à l'aéroport. Je voyais mon enfant qui lui disait au revoir, bisous, à bientôt, parce que pour elle, son père, elle a tous les jours au téléphone, il est venu, il va revenir. Alors j'aimerais préciser aussi une chose, c'est que
Monsieur, j'ai appris grâce à cette interview que monsieur a demandé la garde exclusive de ma fille et que le 24 avril, c'est-à-dire demain, hein, il ne reste plus que quelques jours, voilà, il y a le juge des enfants qui va trancher. Il faut savoir une chose. Est-ce que vous avez reçu une convocation vis-à-vis de ça? Absolument pas. Je n'ai pas reçu de convocation, je n'ai même pas été informée. Je l'ai su grâce à cette interview sur France 3. Donc qu'il ne s'inquiète pas. Moi aussi, j'ai pris un avocat en France qui sera là le 24 parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai des obligations. J'ai ma fille qui est à Dolto, qui est à l'école. Moi, je suis en CDI, je travaille. Et puis, nous avons aussi notre vie. Donc, je ne peux pas me lever un matin, prendre un avion et partir le 24. Donc voilà. Donc, sans être informé aussi. Sans être informé aussi, au préalable. Voilà, donc en tout cas, avec l'appui de la famille, j'ai aussi l'avocat qui m'assistera là-bas pour pouvoir du coup faire le nécessaire de son côté. Il faut savoir aussi que moi aussi, je mène ma bataille ici à Djibouti, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que j'ai toujours élevé mon enfant, qu'elle a été à ma charge et qu'elle l'est toujours. Donc dans ce cas, voilà, je demande la garde exclusive d'ici, grâce à l'aide de l'UNFD. Voilà, l'Union nationale des femmes. L'Union nationale des femmes, voilà, exactement. Grâce à ça, je mène aussi ma bataille ici pour faire reconnaître la garde exclusive de ma fille. Un mot pour terminer cette interview. Je trouve ça triste, cette situation. Pour ce petit bout de chou qui n'a absolument rien demandé. C'est son père, je suis sa mère, je lui ai jamais pris ses droits. Et il n'a pas le droit de m'ôter mes droits. Actuellement, la personne qui essaie de me voler mes droits de mère, c'est lui. C'est moi qui ne peux pas rentrer en France, rendre visite à ma famille, à mon petit frère, par peur qu'il m'enlève mon enfant. Il est toujours le bienvenu, lui, sa famille, malgré tout le passé, tout ce qui s'est passé, les douleurs, les cicatrices, tout ça, je l'ai mis de côté. Pourquoi? Parce que quand je vois mon enfant, il n'y a rien de plus beau. Donc il est toujours le bienvenu. Il est tous les soirs en contact avec sa fille. Même s'il oublie, c'est moi qui le fais. Donc moi je n'ai aucune haine, je n'ai aucune colère. Je le pardonne pour tout ce qu'il m'a fait. Et d'ailleurs pour ce qu'il fait actuellement, je le pardonne. Et j'espère qu'il trouvera la paix en lui. Moi, alhamdoulilah, j'ai la paix. Je n'ai rien à me reprocher. Ma priorité, c'est mon enfant.